Bienvenue pour cette conférence, La goutte et l'océan. Cette affirmation ancienne en Orient est surprenante pour des Occidentaux. Nous avons beaucoup développé la conscience d'individualité, nous nous sommes démarqués des autres, nous avons souvent pris de la distance par rapport à l'éducation reçue. L'idée de se fondre ainsi est une dimension à découvrir et la symbolique du signe des poissons va nous y aider. Les poissons sont reliés à l'élément eau. L'eau correspond bien à la sensibilité, qui est souvent émotionnelle, c'est-à-dire reliée à la personnalité. Les trois signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, correspondent bien, dit-on, à l'inconscient. Cancer, l'inconscient familial, Scorpion, plus personnel, et Poisson, plus collectif. Il a été analysé beaucoup par Jung, entre autres, c'est une autre dimension. Ce sont des signes de fusion, de dissolution, comme le sel qui se dissout dans l'océan, et dans notre corps aussi, on le retrouve, le sel dans notre sang est dilué à hauteur de 9 grammes par litre, il est bien présent. La dissolution comme le sucre aussi, dans une boisson, dans le café par exemple, il garde sa nature de sucre, il reste bien différencié, mais il fait l'expérience intime de l'eau, à la différence d'une cuillère qui agite l'eau, qui la côtoie, mais qui reste à l'extérieur. Le sucre s'unit à l'eau. Il reste présent, si on fait évaporer l'eau, les molécules de sucre sont toujours bien intactes, mais actuellement il n'est plus visible. Et le sel sert à saler, le sucre sert à sucrer. Un sucre qui refuserait de sucrer ne servirait pas à grand-chose. On va avoir une alternative semblable. La personnalité va-t-elle être la cuillère ou va-t-elle être le sucre? Va-t-elle accepter de se dissoudre dans un tout plus grand ou va-t-elle rester en dehors, comme elle le fait souvent, dans son individualité propre? Nous paraissons souvent séparer, être la goutte, être la cuillère, ou alors le sucre qui est à l'écart de l'eau. Nous sommes dans une conscience d'indépendance, mais de plus en plus on va vers une interdépendance. Sur le plan physique, on est très séparés. Nos sens habituels, physiques, ont une évidence de séparation. Pour notre vue, il est clair que les autres sont à distance. Si je suis bien au chaud chez moi, et que dehors il y a des personnes qui sont au froid ou à l'humidité, on le ressent bien, il y a une belle différence. Sur le plan des sens physiques, on est à distance. Sur le plan énergétique, déjà de vitalité qui anime ce corps, c'est déjà très différent. Il est à l'intérieur de lui et puis le dépasse à l'extérieur de plusieurs centimètres. C'est son plan de vitalité, c'est l'énergie qui l'anime. Et là, c'est très poreux. On est en contact avec les autres, tout circule, tout communique. C'est comme une osmose, tout est fluide. On est dans une interdépendance. Quand on pense à quelqu'un, on se relie sur le plan éthérique. Quand on désire quelque chose par rapport à quelqu'un, on crée une relation comme ça, énergétique, éthérique. Et notre corps énergétique est une partie d'un plan plus grand, un plan éthérique collectif, qui finalement est celui de la planète, dans le grand corps énergétique de la planète, qui est lui-même relié aux autres planètes. Il n'y a pas de vide nulle part sur ce plan-là. Les scientifiques reconnaissent une énergie du vide, comme ils disent. On est dans un plan d'énergie partout présent, omniprésent. Sur ce plan, nous sommes tous reliés, tous interdépendants. Une ambiance communique facilement
On n'est pas le même dans une ambiance de stade, de match, dans une ambiance de solde, de fête. On est imprégné plus ou moins par ce cadre et on y est sensible. On est en communication avec ce cadre collectif. Si on est avec quelqu'un de joyeux, on a tendance à être dans la joie. Si on est avec quelqu'un plutôt triste, c'est différent. On remarque également sur un plan plus mental que les idées apparaissent en même temps, souvent dans des lieux différents, que les découvertes scientifiques se font souvent par des personnes à distance qui ne communiquent pas entre elles. Et pourtant, à quelques jours, à quelques moments près, ils arrivent aux mêmes conclusions en même temps. C'est remarquable. On sait aussi que les mythes apparaissent de façon semblable dans des régions très différentes. Le mythe du déluge, par exemple, s'est retrouvé dans des régions variées, nombreuses, de façon semblable. Il y a une communication comme ça, émotionnelle et mentale, qui se diffuse par le plan énergétique et éthérique, communique par là et qui n'a pas de limite d'espace, qui va bien au-delà des sens physiques et de leur caractère limité et séparé dans l'espace. L'interdépendance, nous la ressentons de plus en plus. Sur le plan écologique, on sait très bien que ce qui se joue dans une partie du monde, sur l'océan Atlantique par exemple, eh bien retentit en Europe, en Amérique, et se propage et influe sur le monde entier. Sur le plan économique aussi, on est largement interdépendant, on est très interdépendant. Aucun pays peut vivre en autarcie complète. Ceux qui essayent en font les frais largement. C'est la phrase du poète anglais Francis Thompson. Ne cueille pas la fleur de peur de détourner la course d'une étoile. Tout est lié comme ça. C'est une façon poétique de le dire. Effectivement, quand on cueille une fleur, ça ne va pas détourner une étoile, mais il y a un impact à distance, tout communique finalement. Et ce que l'on fait à notre petit niveau a une influence largement autour de nous. Nous allons le voir plus en détail. C'est une façon d'agir dans le monde. C'est notre façon prioritaire d'agir dans le monde parce que tout est lié comme ça, tout est en relation. L'interdépendance tend bien sûr vers la solidarité, qui est l'étape au-delà, et vers l'unité collective qui nous relie tous. Le plan énergétique est la projection de l'essence, du monde essentiel et de son unité. Un être vivant est à la fois essence et existence. Nous sommes une essence qui s'exprime, qui se manifeste dans une existence. Tout ce qui vit est ainsi. On est d'une énergie essentielle et se concrétise, se manifeste dans une existence. On a tendance à voir les éléments formels manifestés. C'est important de prendre conscience progressivement derrière cette apparence de l'aspect essentiel, énergétique, qui anime, qui a créé cette forme, cette manifestation, et qui l'anime, qui l'amène à avancer, qui l'amène à se développer. L'essence, qu'on peut appeler le soi, l'âme, l'être profond, etc., a une grande qualité d'unité. Pour elle, tout est un. Elle est unité. Elle unit tout en elle-même dans cette grande unité qu'elle est. Elle voit tout en tant que collectivité, que groupe.
Les individualités existent à l'intérieur d'un groupe pour elles. C'est la façon de voir de notre être essentiel. Elle a la grande qualité du rayon 2, selon la science des 7 rayons d'Alice Bailey, qualité d'unité détaillée, diversifiée, qui se manifeste à travers des individualités, des formes multiples, toutes les formes de vie que l'on connaît, humaine, animale, végétale, minérale, sont des diversifications de cette grande unité, sont des formes multiples qui expriment cette grande unité. Et c'est ainsi, comme je le disais il y a un moment, que lorsqu'on agit sur nous-mêmes, on agit sur le monde entier, on agit autour de nous, et c'est notre façon essentielle d'agir dans le monde. C'est en nous transformant que l'on peut transformer l'extérieur, changer le monde en réalité. Tout ce que nous sommes, nos émotions, nos pensées diffusent à travers le plan énergétique et se répandent. C'est notre responsabilité d'agir sur nous-mêmes pour transformer le monde. On rejoint la phrase de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », c'est la clé. C'est à partir de ce changement de nous-mêmes que l'on peut, avec les autres, en relation avec les autres, chacun dans sa petite part de colibri, nous faisons avancer le monde. En astrologie, le lion et en face de lui le Verseau correspondent bien à cet axe. L'individu correspond au lion, l'affirmation individuelle, et en face, le collectif, le groupe, qui correspond bien au Verseau, cette conscience de groupe qui nous réunit tous. Les signes symétriques comme ça sont complémentaires, sont destinés à s'unir. L'affirmation individuelle du lion est appelée à s'élargir dans cette conscience de groupe, à se vivre à l'intérieur d'une communauté. La phrase clé que donne Alice Bailey pour le lion éclairé, pour le lion avancé, et donc qui est relié à son complémentaire Verseau en face, cette phrase clé est « Je suis cela et cela est moi ». C'est notre vrai moi qui parle, notre essence, notre âme, notre être profond qui dit « Je suis l'ensemble, je suis collectif ». Et progressivement, nous pouvons déjà avoir le sentiment d'être groupe, le sentiment que le groupe s'exprime à travers des individualités dont nous faisons partie, que l'unité s'exprime à travers de multiples formes très différentes, mais une unité qui les réunit. Les poissons, qui sont bien reliés à ce thème-là, suivent le Verseau, et récapitule, c'est le dernier signe, il récapitule tout le chemin humain sur Terre. Le symbole des poissons incarne un poisson qui descend, un poisson qui remonte. C'est le chemin d'involution que l'on fait déjà, de descendre dans la matière, de s'incarner, de se spécifier, de s'individualiser progressivement, de développer son plan physique, ses émotions, son ressenti, puis ses pensées, son mental, de façon à s'affirmer de plus en plus comme une individualité qui a ses émotions propres, ses affects, qui a aussi ses pensées propres qui lui appartiennent et qui lui correspondent tout à fait. Ça, c'est la phase d'involution. Et à partir de là, on peut évoluer, remonter la courbe pour se détacher de cette individualité que nous avons construite, pour s'ouvrir au-delà d'elle dans une dimension plus collective, plus de groupe. C'est tout le chemin de l'être humain sur Terre qui part d'une essence spirituelle qui est appelée à descendre dans la matière pour la transformer,
pour transformer le monde, c'est notre rôle sur Terre. Nous avons à amener l'amour, la joie, la lumière sur la Terre de plus en plus. Nous avons bien progressé sur ce chemin, nous avons encore à le faire. Et après être descendus dans la matière comme ça, pour cette mission, nous remontons avec elle pour la spiritualiser, nous la remontons avec nous vers la lumière, vers le monde essentiel qui est notre vraie réalité, notre nature même. Et au bout de la courbe, au bout de ce chemin humain, eh bien la goutte s'est fondue, s'est ouverte à l'océan collectif. Elle a trouvé, elle a acquis la sensation de cette unité avec l'océan mondial. Ce niveau abouti d'évolution qu'Aïsbélé appelle les maîtres de sagesse. Ils sont tout à fait individualisés, ils ont tout à fait leurs expressions personnelles, leur rôle personnel, leurs responsabilités, et ils sont en unité avec la Terre entière, les humains et aussi les animaux, les végétaux, les minéraux. Ils ont cette conscience d'unité collective terrestre, ce monde dans lequel nous avons tous la vie, le mouvement et l'être qui nous anime, qui est notre monde d'expérience et dans lequel nous évoluons. Ce sont des maîtres et des serviteurs. Les vrais maîtres sont aussi serviteurs. On voit ça dans l'histoire de Jésus lorsqu'il lave les pieds de ses disciples. Dans les travaux d'Hercule, on voit que le travail qui lui est demandé en relation avec le signe des Verseaux, quand il est devenu maître, c'est de nettoyer les écrits d'Augias, de nettoyer les excréments que les bœufs ont accumulés. Ce sont des étables plutôt que des écuries. Voilà, les maîtres sont des serviteurs. Nous avons également tous à nous donner, c'est la loi de service qui est une des grandes lois d'âme, être dans le service au monde, à plus grand, aux autres, à la terre, pouvoir apporter autour de nous ce que nous sommes en essentiel, pouvoir rayonner cette lumière, cet amour, cette volonté autour de nous. C'est souvent étonnant de parler de loi d'âme. On n'est pas du tout habitué dans le domaine spirituel à parler de loi. On l'accepte tout à fait sur le plan scientifique, qu'il y ait des lois physiques de gravitation, de déplacement des planètes dans l'univers, de création du monde, etc. Ça, on l'accepte tout à fait, ça nous paraît tout à fait naturel. Sur le plan intérieur, on n'a pas l'habitude de parler de loi, c'était pas encore à l'ordre du jour jusqu'à maintenant. Nous pouvons maintenant nous ouvrir à cette conscience-là. Le monde intérieur a également des lois qui correspondent exactement à celles du monde extérieur, qui sont leur essence également, leur face énergétique et essentielle. Au niveau de l'être intérieur, de l'âme, il y a également tout à fait des lois qu'il est important de connaître et d'appliquer de plus en plus. Une de ces grandes lois, c'est la loi de service que nous sommes appelés à exprimer de plus en plus. On est habitué au niveau de la psychologie à connaître des lois. La loi de respect, la loi de ne pas faire aux autres ce que l'on ne peut pas que l'on nous fasse, la liberté de l'un s'arrête où commence celle des autres. On est tout à fait habitué sur le plan psychologique à de telles règles, de telles lois. Il s'agit juste de redonner au mot psychologique son sens essentiel, son sens premier. La psyché, étymologiquement, c'est l'être profond en nous, c'est l'âme. La psychologie dont on a l'habitude, c'est celle de la personnalité.
Il s'agit d'ouvrir cette psychologie sur le plan plus essentiel, plus profond de notre être intérieur, de notre âme. C'est la nature même de l'âme, elle est naturellement service. Elle s'exprime naturellement par le service. Et à fur et à mesure que nous laissons passer cet être profond à travers notre personnalité, nous sommes inspirés par Neptune, le dieu des eaux, correspond également à cette énergie des poissons. Dans un premier temps, c'est les dieux des eaux émotionnelles. L'eau correspond bien à ce monde d'émotions. Il est fluide, il est changeant comme les émotions. Dans un premier temps, Neptune est ce dieu des eaux émotionnelles, très personnel. Ensuite, il active sa parabole tournée vers le haut et devient le dieu des eaux de l'esprit, le mental supérieur, l'intuition profonde. Il nous donne accès à ces dimensions-là qui nous ouvrent sur une sensibilité beaucoup plus grande, beaucoup plus large et profonde et qui stimule ce sens du service. Ces intuitions, ces perceptions subtiles que l'on peut recevoir sont des perceptions d'amour, de lumière et développent en nous ce sens de rayonnement et de service autour de nous. La phrase clé que donne Alice Vellet pour le signe des poissons, c'est « Je quitte la maison du Père et en revenant je sauve ». C'est toute la courbe d'involution-évolution. Le Père signifie l'esprit, la vibration la plus haute. Nous sommes dès le départ des êtres spirituels et nous quittons ce monde de l'esprit pour descendre dans la matière. En descendant, nous avons oublié notre nature essentielle en assumant la matière physique, émotionnelle, intellectuelle. Nous arrivons à être totalement coupés de notre être intérieur, de notre être profond. Mais il reste bien sûr présent en nous, il nous amène à avancer par une petite stimulation, des petites poussées. On revit ça pendant l'enfance. L'enfant vient avec sa nature merveilleuse d'être spirituel et progressivement il se couvre, et c'est nécessaire, c'est normal. Il se couvre d'émotions, de pensées, de principes, etc. et s'éloigne de cette nature essentielle merveilleuse. C'est le chemin, c'est assumer la matière qui nous permet de la transformer après, au cours de l'évolution. On retrouve bien la phrase de Pierre Teilhard de Chardin, « Nous ne sommes pas des êtres humains tentant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels tentant une expérience humaine. » C'est tout ce chemin qui est l'évolution humaine. Alors, sauver, ça veut dire guérir, libérer. Salvare, en latin, c'était guérir. Voilà, il s'agit de libérer la matière, de la spiritualiser, lui redonner sa dimension essentielle de lumière. Périodiquement, viennent dans le monde des êtres issus du groupe des maîtres, que l'on appelle les sauveurs du monde. Parmi les initiés que l'on connaît, ils se détachent, ils sont peu nombreux. On connaît parmi les derniers Hercule, Bouddha, Jésus, et ils laissent une vibration énorme dans le monde. Ils viennent souvent au début d'une ère astrologique, environ tous les 2000 ans. Nous sommes au début de l'ère du Verseau. Il se peut qu'un être ou un groupe ait ce rôle d'apporter une autre énergie dans le monde. Il s'incarne de façon à unir le plus haut et le plus bas, le plus subtil, l'esprit le plus haut et la matière la plus basse jusqu'à la matière dense de l'incarnation. Ils incarnent cette unité entre le global, l'océan, et puis l'individualité, la goutte spécifiée
Les maîtres de sagesse en général s'expriment sur le plan mental abstrait. C'est pourquoi la méditation est importante. C'est comme ça que l'on peut contacter ce qu'ils cherchent à nous transmettre. Les sauveurs du monde, périodiquement, s'incarnent. Ils apportent une impulsion nouvelle pour les humains, mais aussi pour le règne animal, végétal, minéral. On n'a pas la façon de le sentir bien pour l'instant, mais ils ont apporté tout un renouveau sur tous ces plans incarnés de vie concrète. Alors, pour notre part, nous n'en sommes pas là. Il ne s'agit pas du tout d'amener l'esprit le plus haut dans la matière la plus basse. À notre niveau, nous pouvons réaliser notre part de colibri, sauver la matière qui nous est confiée et ainsi révéler une part d'unité, laisser le monde un peu plus propre que l'on l'a trouvé. C'est notre rôle, déjà notre corps physique qui incarne tout ce que l'on peut vivre, qui transforme sa vibration au cours de notre évolution. Quand on décède à la fin de l'existence, nous restituons la matière. On peut espérer qu'on l'a un peu transformée pendant notre existence. Le plan énergétique, éthérique qui l'anime, c'est un grand océan d'énergie. Toutes les énergies, tous les plans s'y diffusent. Le plan émotionnel, le plan mental, le plan de l'être intérieur. Et nous pouvons ainsi diffuser des émotions un peu différentes, des pensées de plus en plus belles, de plus en plus justes, de plus en plus subtiles. Les émotions, le mental sont aussi des formes de matière plus légères. Également, à la fin de la méditation, nous laissons rayonner ce que l'on a pu contacter dans la méditation, de façon à ce que ça diffuse largement dans cet océan énergétique en relation avec tout ce qui vit. Et ensemble, collectivement, on amène un changement dans le monde. On peut faire progresser ainsi le monde autour de nous. C'est notre rôle, notre responsabilité. La méditation ainsi est un grand outil pour amener un nouveau, plus positif autour de nous. C'est ce que nous pouvons faire maintenant. Nous pouvons faire une expérience et déjà aujourd'hui essayer d'amener autour de nous une énergie un peu différente. Donc je vous propose un temps de méditation guidée pour intégrer tout ce que l'on a vu dans cette conférence et pour le mettre en pratique déjà dans un temps de recueillement et d'approfondissement, d'intégration ensemble. Donc nous pouvons nous préparer dans cette méditation, préparer déjà notre corps physique, bien l'installer, donner une bonne assise, le dos droit de préférence. Le stabiliser, l'immobiliser progressivement. Et nous préparons également notre plan émotionnel. Nous le calmons, l'apaisons. Comme un lac calme, lisse. Et nous préparons aussi notre plan mental. Nous le calmons.
Nous le concentrons au niveau du front, entre les sourcils. Nous pouvons nous aider de la respiration. Comme si nous respirions par le front. Cela active le centre d'énergie frontale correspondant à notre personnalité. Et en nous reliant au plan énergétique, nous nous sentons reliés aux autres. Nous ressentons les communications. Nous le sentons ou nous l'imaginons. Nous sentons au niveau énergétique cette unité avec les autres. Sur ce plan, il n'y a pas de séparation. Et nous montons maintenant notre conscience au-dessus de la tête, quelques centimètres au niveau du centre coronal, siège de notre être profond, de notre âme. Elle a une grande qualité d'unité. Nous sommes un avec les autres. Nous pouvons sentir cette unité avec notre groupe de méditation, le cas échéant, ou avec le groupe des méditants, globalement, le groupe de tous les méditants. L'âme nous unit tous dans une grande lumière commune. Nous pouvons avoir le sentiment de nous fondre
dans le groupe. Comme le sucre qui se fond dans l'eau. C'est comme si nous nous sentions groupe. Comme si nous étions groupe. Ce sentiment d'être groupe, un groupe qui s'exprime, qui se manifeste par des individus. Et réaliser ainsi que la goutte, l'individu et la collectivité. Nous laissons maintenant diffuser ce que nous avons pu contacter, consciemment ou inconsciemment, dans cette conférence, dans cette méditation, autour de nous. En nous aidant de l'expiration, nous laissons diffuser à travers nous, autour de nous dans le monde, ce qui a pu nous toucher, nous atteindre dans cette conférence, dans cette méditation. C'est dès maintenant un service que nous pouvons rendre. Nous prenons un instant pour intégrer ce que nous avons vécu. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que nous souhaitons retenir?
Et puis nous pourrons revenir au niveau du front, reprendre contact avec notre corps, avec la respiration, avec les appuis. Et quand nous sommes prêts, prêtes, nous pouvons ouvrir les yeux. Reprendre contact avec le lieu où nous sommes. Voilà, une expérience de méditation, de sensations au-delà de l'individu, de se fondre dans le groupe. C'est une expérience qui peut être renouvelée, qui peut s'approfondir en la répétant. Je vous remercie de votre écoute. À une autre fois, si vous le voulez bien. Au revoir.